gagne le peuple après le départ de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi des finances déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale ne risque-t-il pas de connaître un retard au regard des urgences que connaît le pays? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Faïda, écrivaine et analyste politique indépendante, spécialiste en gouvernance et droits humains. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Le président de l'Assemblée nationale a démissionné de son poste en début de semaine, vous le savez. Il était visé par une pétition visant sa destitution. Les députés nationaux l'accusaient notamment de mauvaise gestion. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a donc désormais la responsabilité de conduire les plénières jusqu'à l'élection du nouveau président du bureau de la Chambre basse du Parlement. Mais dans son discours de démission devant les députés, le désormais ancien président de l'Assemblée nationale a déploré que le débat autour de sa possible destitution et de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale ait occulté les véritables défis prioritaires auxquels la RDC est confrontée. Alors, une question se pose. Que gagne le peuple après ce départ du président de l'Assemblée nationale? Nous en parlons ici avec Madame Chantal Faïda, écrivaine et analyste politique indépendante, spécialiste en gouvernance et droits humains, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Isabelle et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio Top Congo. Alors avec vous, on parlera aussi de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York. Le président de la République a plaidé lors de sa prise de parole pour la reconnaissance du génocide congolais. Va-t-il obtenir des pays membres cette reconnaissance dans un temps réduit? Alors, je dis encore rebonjour Madame Chantal Faïda et merci de répondre à notre invitation. C'est un privilège, Madame Isabelle. Oui, je viens de le dire, après une rentrée parlementaire tendue, deux membres de l'Assemblée nationale, notamment Vital Kamerhe, qui est le président, et Princesse Dominique Mounongo, rapporteur adjoint, ont quitté définitivement leur poste. Ils ont démissionné parce que visés par une procédure de destitution initiée par un député UDPS. Victoire pour les députés, ce départ, ou défaite silencieuse pour le peuple? Bon, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, parce que la population regarde ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt au niveau de l'hémicycle, l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire devrait se concentrer sur la session budgétaire, mais il y a une actualité qui s'est imposée, une pétition initiée par des députés et qui a reçu beaucoup de signatures. Bien qu'il y avait d'irrégularités dans cette initiative, cette démarche, mais aujourd'hui, nous avons vu la démission du président de l'Assemblée, qui est une deuxième démission sur le même perchoir. Donc, beaucoup de questions sont sur la table. Cependant, au niveau de l'hémicycle, on peut saluer les jeux démocratiques en disant quand il y a des défis, on en parle. Et si on n'a pas trouvé un consensus, on peut aller au vote. Ça, c'est quelque chose à saluer parce qu'on est en démocratie. Mais du côté de la population, ce n'était pas les moments, ce n'était pas une question prioritaire parce qu'actuellement, nous parlons de provinces qui sont occupées depuis 2021, parce que quand on parle de janvier 2025 pour la ville de Goma et la ville de Bukavu, on pense que c'est seulement cette date qui a coïncidé avec l'occupation, alors qu'on doit se souvenir que depuis 2021, Bunagana est occupé et ça fait partie de la RDC. Et c'est ça la priorité ultime qui doit animer les acteurs politiques. Et donc pour nous,
C'est une déception de voir que les députés sont intéressés d'abord par leur intérêt personnel plutôt que par les intérêts de la population qui sont la paix, la sécurité, la situation socio-économique qui doit trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grogne sociale qui monte partout dans toutes les provinces. Il y a beaucoup de calamités naturelles, beaucoup de drames et même l'inflation de la monnaie qui entraîne un statu quo sur le marché parce que ça devrait engendrer la réduction de prix des biens de première nécessité, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, globalement, l'analyse que j'ai faite, j'ai dit que ce n'était pas opportun de parler de cette question dans la session budgétaire. On avait besoin de savoir quelle augmentation nous avons obtenue pour la question de sécurité et défense, quelle augmentation nous avons eu pour la question de l'éducation, la santé et pourquoi pas les infrastructures, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la RDC, la plupart de ces provinces sont enclavées et donc on a besoin de désenclavement des régions pour que la population puisse bien évacuer ses productions agricoles vers les centres urbains et gagner leur vie. Parce que figurez-vous, dans un pays où la question politique est toujours à la une. C'est des pays où la stabilité, la prospérité est garantie. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la situation. Nous sommes vraiment dans un pays qui devait plus se concentrer sur les intérêts prioritaires de la population, c'est-à-dire se rassurer que tout le monde et chez lui, en sécurité, il mange bien, il peut se faire soigner, il peut s'émouvoir d'une entité à une autre sans problème, mais ce n'est pas le cas. Et donc, nous demandons aux élus nationaux de pouvoir se souvenir de leur contrat social avec la population. Ils ont pris l'engagement de représenter la population pour que cette population vive de manière décente, de manière acceptable. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, leur bilan est vraiment mitigé et ils doivent reconsidérer les priorités et oublier tout ce qu'ils ont avancé en disant c'est la gestion opaque, l'entrave au contrôle parlementaire. Alors ça ne peut pas amener jusqu'à la démission. C'est des choses qui peuvent nécessiter un dialogue en interne. Donc, parce que ça nous a pris pratiquement 2 semaines où on en parle. C'est dire qu'on a oublié les problèmes prioritaires de la population pour parler d'abord du positionnement politique, qui doit partir, qui doit rester et qui va succéder à celui qui est parti. Pour vous, ce qui a animé les députés nationaux à initier une pétition contre certains membres du bureau, c'est juste une quête de positionnement politique? Absolument, absolument. Nous l'avons vu, la rapidité avec laquelle l'initiateur de la pétition a reçu les signatures. On s'est dit, mais si c'était pareil pour que nous trouvions une solution à la crise sécuritaire qui ne cesse d'endeuiller la nation. S'il y avait des pétitions comme ça contre les acteurs clés qui devaient trouver la solution pour la paix, par exemple. Quand on n'a pas de résultats, on peut être sujet de motions, on peut être sujet d'interpellation et requérir des signatures dans un temps record. Pour nous, ça devrait être sur des questions d'intérêt général plutôt que sur des questions privé d'un groupe, parce que les députés se constituent en groupe politique. Donc, c'est leur intérêt qui était mis en avant dans une session qui était très cruciale et qui le demeure, parce que la session, elle est toujours en cours. On a besoin de voir l'augmentation qu'on a allouée aux questions sociales. D'abord ça, et qu'ils puissent voter ça. Et si le gouvernement n'a pas proposé des augmentations pour ces secteurs qui puissent demander l'augmentation, la révision avant l'adoption de ces budgets. Vous avez dit tantôt que les députés devaient se souvenir du contrat social qu'ils ont avec le peuple, mais justement quand ils dénoncent le blocage des initiatives parlementaires par un membre du bureau. Est-ce que ce n'est pas une revendication qui est légitime, qui rentre aussi dans la droite ligne d'intérêt de la population? Oui, je pense qu'au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée, il y a de mécanismes pour exprimer son désaccord face à une attitude. Donc, on ne peut pas aller jusqu'à la pétition pour les départs. Donc, pour nous, c'est vraiment un enjeu plus politique que pensez-vous pour l'intérêt de la population. C'était une sanction sévère?
Et là, on se pose des questions en disant que l'Union sacrée, dont fait partie l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, est né des suites je dirais, d'un désaccord, d'un divorce avec les FCC Cash. Et donc, on ne doit pas oublier l'origine de l'Union sacrée. Donc, c'était l'alliance qui a pris fin avec les FCC Cash, l'Union sacrée est née. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée, comment je dirais, la crise de confiance est entrée dans l'Union sacrée. Est-ce que toutes les forces politiques vont demeurer soudées? Parce que là, c'est un grand acteur qui a plus de 30 députés et qui a même des membres au gouvernement, et on connaît quand même son expérience politique. Alors, on se demande quelle sera son attitude, parce que actuellement, la RDC a besoin de toutes les forces, toutes les intelligences pour trouver la solution à la crise sécuritaire. Mais si aujourd'hui, ces acteurs clés qui connaissent un peu l'histoire politique, l'histoire de la crise sécuritaire du pays, ne sont pas dans les institutions, quelle sera leur attitude? Également, on ne doit pas oublier que on ne doit pas se concentrer sur les personnes. En tout cas, il faudrait qu'on puisse encourager les jeux démocratiques. Donc, il faudrait Mais c'est cela aussi, le jeu démocratique. Oui, parce que au sein de l'Union sacrée, on peut déchoir un des membres si il va à l'encontre des principes, c'est aussi un jeu démocratique. Oui, je pense qu'il y a tout un bureau qui gère l'Assemblée nationale. Alors, s'attaquer à quelques têtes, pour nous, ça pose problème. Quand on parle de contrôle parlementaire, il y a les responsabilités qui sont partagées, qui gèrent les questions, qui gèrent les initiatives parlementaires. Et c'est directement le président de l'Assemblée. Là, il faut interroger les règlements intérieurs, mais je pense qu'il y a les vice-présidents qui sont en charge de ces genres d'initiatives, qui gèrent, quand on dit la gestion opaque de dotation de l'Assemblée nationale, il y a la question qui se charge de ces genres de questions. Il y a même les vice-présidents, les deuxièmes vice-présidents qui se chargent aussi de ces genres de questions sociales des députés. Mais ces personnalités ne sont pas sujettes à des pétitions. Alors on s'est dit, on attaque directement les responsables. Est-ce qu'on attaque tout son bureau ou on se limite à quelques personnes? Donc pour nous, en tant qu'analystes, on se pose beaucoup de questions, mais on aimerait encourager les élus et même les acteurs politiques à pouvoir consolider les alliances. Le moment ici n'est pas le moment de se séparer des alliés de grande taille. C'est le moment de renforcer les liens. Mais le président a dit qu'il ne se sépare pas. Oui. Il demeure un allié de taille de la majorité de l'Union sacrée. Lui-même, en démissionnant, il a dit qu'il reste loyal à sa famille politique. Oui, on se donne le temps pour voir comment va se comporter tous les acteurs, parce qu'il avait aussi des alliés, et maintenant qu'ils ont perdu un poste clé, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va les mettre, où est-ce qu'on va mettre son parti, parce qu'il représente quand même une force politique, et il y a beaucoup d'accords avec les deux PS. Donc c'est le deuxième accord peut-être qui n'est pas respecté comme convenu au départ. Donc pour nous, il faudrait vraiment qu'on ne puisse pas, sur l'autel des intérêts politiques, sacrifier l'intérêt général de la population. Ça, vraiment, nous l'avons dit. La deuxième des choses, il faudrait pas qu'on puisse se calquer notre avenir politique sur les personnalités. Donc, les gens viennent, ils passent, et d'autres peuvent arriver et laisser leur empreinte indélébile, c'est-à-dire des traces positives de leur mandat, et la population va se retrouver et juger. Et donc, pour nous, c'est l'occasion ici de rappeler les élus que les accords se défendent, oui, mais il faut voir l'opportunité et surtout ne pas se calquer sur les personnalités. Il faudrait plutôt parler des forces politiques en disant maintenant que la force politique UNC alliée n'a pas le poste de président, est-ce que ce poste demeure le poste de l'UNC allié? À ce moment, on peut comprendre que ce n'est pas une démarche politique.
parce qu'au sein de l'INC, il n'y a pas que le président Kamere, il y a d'autres députés qui sont au Parlement, qui sont à l'Assemblée nationale, qui peuvent se présenter comme candidats. Ça, par exemple, si on parvenait à ces genres d'accords, on va comprendre que c'était un jeu au sein de l'Union sacrée pour permettre chacun à donner il a montré ses capacités et on peut donner la chance à quelqu'un d'autre. Et là, c'est la population qui va bénéficier. Vous avez décrié la précipitation avec laquelle cette initiative parlementaire a été faite. Alors, concrètement, qu'est-ce qui devait être fait pour rendre plus crédible cette démarche des députés nationaux? Bon, les élus devaient d'abord consulter leur base. Parce qu'après des vacances parlementaires, généralement, c'est l'étape d'audition des rapports des vacances parlementaires. Et donc ça devait être la priorité. Et parmi les consultations, l'une des choses sur lesquelles il fallait revenir, c'était aussi de dire que nous avons des problèmes au niveau interne politique et nous aimerions savoir votre avis. Est-ce que c'est le moment, l'opportunité de pouvoir initier des pétitions pour les départs ou pas? Et je suis sûre que la population allait dire que ce n'est pas le moment. Nous avons une crise qui est une épine dans notre chaussure à laquelle on doit trouver une solution rapidement. Et ils pouvaient repousser ça à la session de mars, pourquoi pas à une autre session. Mais ils l'ont pas fait, ils sont allés parce que c'est leur intérêt. La deuxième des choses, c'est qu'on n'a pas donné foi à la réplique qu'a donné le président Kamere, parce qu'il a donné les moyens de sa position. Il s'est défendu par rapport aux accusations. Mais il n'y avait pas... on n'a pas donné crédit. C'est comme s'ils étaient déjà... Il y a déjà cette crise de confiance entre... Oui, ils étaient déjà décidés à les faire partir, parce qu'il a essayé de demander pardon, d'expliquer, de présenter. Passé à la commission chargée d'examiner les pétitions. Oui, il s'est présenté, il s'est défendu, mais ils n'ont pas écouté. Donc pour nous, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui était déjà décidé. Et donc ça interroge en disant, mais vous avez une idée, il y a une série de réponses qui sont proposées, mais vous ne faites même pas allusion à ça, vous avancez. C'est ainsi qu'il a pris peut-être la sagesse de démissionner pour ne pas subir l'humiliation du vote. Est-ce que c'était une sagesse ou simplement un aveu reconnaissant que ce qu'on lui reproche était vrai? Bon, en tout cas, je ne peux pas donner la réponse exacte par rapport à ça. Il faut demander directement à les concernés. Mais de mon analyse, il voulait pas vraiment subir ces votes-là, parce que ce serait humiliant de voir que vous avez été élu à plus de 370 voix et déjà 270 signatures étaient déjà reçu pour la pétition. Quelque part, ça allait être un déshonneur à sa carrière politique. Alors, il a pris les devants. C'est un acteur politique qui analyse les enjeux. Il est sage peut-être de démissionner plutôt que d'être déchu. En tout cas, du point de vue honneur politique, c'est ce qui marche bien. Pensez-vous qu'il peut rebondir pour une autre législature? Oui. Bon, c'est un acteur politique, mais pour nous, en tant que population, on pense qu'on est 100 millions d'habitants. On n'a pas que les mêmes acteurs pour se présenter au perchoir de l'Assemblée ou même au gouvernement, parce que généralement, en RDC, on voit toujours les mêmes visages, comme s'il n'y a pas d'autre intelligence quelque part qu'il faut aussi tenter d'évaluer en termes de capacité. Donc, il n'y a pas qu'au perchoir, il n'y a pas qu'au ministère, dans un gouvernement où on peut donner les meilleurs de soi pour sa nation. On peut, en tant que chercheur, on peut documenter des situations, on peut écrire et surtout pistonner des nouvelles personnalités. C'est ça, en fait, le rôle de chef de parti. Les chefs de parti, ils ne voient pas seulement sa personne. Ils positionnent ses membres, ses pions pour que les partis s'étendent, s'élargissent en termes d'aura politique. C'est ça aussi les rôles des chefs de parti. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit concernant
la consultation de la base. Mais vous pensez que cela aurait dû changer la donne si la base était consultée par rapport à la démarche des élus nationaux, parce que la base aussi suit souvent le mot d'ordre des leaders. Oui, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, parce que peu de députés font encore cet exercice. Ou s'ils le font, ils se limitent à un groupe très restreint, par peur peut-être des questions sensibles, délicates sur leurs résultats, parce que ils doivent revenir avec des résultats à chaque vacances parlementaire. Alors quand ils n'en ont pas, et pour un député, c'est initier des lois, à représenter la population et contrôler l'exécutif. Mais combien initient ces genres de démarches au niveau de l'hémicycle? Il y a un site web, talatala.cd, qui renseigne le nombre d'élus qui ont initié des démarches parlementaires. Et ils sont vraiment faibles, hein, ces pourcentages-là. Alors, par manque de bilan, on évite la base. C'est ça que je retiens. Et en tant que... je dirais, si on veut redorer l'image de la nation, il faudrait casser ça. Parce qu'il y a des écarts qui se sont créés. Les élus, ils savent que quand ils sont votés, pendant les 5 ans, ils n'ont pas de compte à rendre, il n'y a pas de redevabilité, et puis ils reviennent 5 ans plus tard, et ça n'aide pas la nation. Donc, pour avancer, pour progresser en tant que démocratie, il faut toujours avoir ces contacts avec la population où vous recevrez de manière concrète les défis réels. C'est sur base des défis réels qu'on peut proposer des démarches parlementaires. Mais aujourd'hui, en interrogeant tout Congolais, toute Congolaise, ce n'est pas le départ du président de l'Assemblée qui est une priorité. Est-ce une faute de gouvernance de la part des députés? Oui, c'est ça. C'est une faute parce que là, c'est vraiment leur intérêt personnel qui sont privilégiés, parce que quand vous analysez en profondeur la pétition, ils parlent de déficit des soins médicaux, ils parlent de manque de participation aux initiatives parlementaires. Alors, on se pose la question en disant, vous êtes d'abord dans un groupe parlementaire. Les groupes parlementaires sont des forces au niveau de l'Assemblée nationale où vous pouvez suggérer ce genre d'initiative. À part le groupe parlementaire, vous êtes aussi issu d'une formation politique. Ils peuvent faire des déclarations politiques, organiser des rencontres, des meetings. Ces genres des canaux sont là plutôt que d'aller vraiment à l'extrême, de dire qu'on change de bureau, parce que là, ça va nous prendre un temps, ça va nous coûter un temps, hein, parce qu'ils sont là pour la population. Et pour la population, ça coûte un temps, et les temps, c'est de l'argent. Et la population n'a pas vraiment besoin de perdre le temps et l'argent à cette période cruciale où il faut reconquérir toutes les frontières de la RDC qui sont sous occupation. C'est ça, en fait, la priorité. Si on avait senti qu'il y avait une pétition contre un membre du gouvernement qui n'avait pas donné des résultats satisfaisants par rapport à la crise sécuritaire, à ce moment, toute la population allait être derrière, parce que on veut rester dans notre constitution qui consacre 2 345 10 000 km² d'étendue des superficies de notre pays. C'est ça la priorité. Et c'est rassurer que tous les Congolais sont en sécurité, ont la possibilité de se nourrir, ont la possibilité de se loger décemment et surtout de travailler, parce que c'est ça c'est ça qui contribue au progrès. Quand il n'y a pas de travail, pour la majorité de la population active, c'est la pauvreté. Ou quand il y a la pauvreté, c'est encore les mêmes élus qui seront appelés à contribuer pour soulager les cris, les douleurs sociales. Voilà. Alors, comment voyez-vous justement, après cette crise, cette tension à l'Assemblée nationale, l'avenir de l'Union sacrée, qui mange, si je peux le dire, ses propres enfants? En tout cas, c'est l'incertitude. Hein? On ne sait pas qui va rester, qui va partir, ou s'il y a réellement scission au sein de l'Union sacrée, hein, parce que là, on parle d'une seule formation politique, UNC alliée, qui est fragilisée, qui n'est pas servie, parce que c'est des intérêts en politique. La vision, c'est conquérir le pouvoir.
et à exercer et les maintenir le plus longtemps possible. Là, c'est connu de tous, mais il faudrait pas les faire au détriment des alliances, parce que les alliances font partie aussi des jeux politiques, donc il faudrait pas oublier ça. Je suis vraiment optimiste et je souhaiterais voir que cette union sacrée demeure toujours solide et qu'ils aient même la possibilité de conquérir d'autres voies, parce qu'on a vu le président de la République qui a reçu les présidents de l'ECD, Martin Fayulu, qui est un opposant. Donc, on aurait souhaité voir l'élargissement de l'union sacrée. Hein. Donc, union sacrée et opposition, si on peut penser cela, parce qu'aujourd'hui, on a deux camps politiques majeurs, c'est les camps de la patrie, hein, les gens qui sont avec le président de la République pour que nous puissions reconquérir les provinces occupées, et d'autres qui ont occupé la partie est de la RDC, les nord et les sud Kivu. Alors aujourd'hui, normalement, on ne devait pas avoir opposition, majorité. On devait avoir les camps de la patrie, on devait avoir les camps de ceux qui veulent l'unité nationale. Alors, maintenant qu'on ne sait pas déjà mettre sur pied ces camps de la patrie, ces camps de l'unité nationale, déjà on se fragilise en interne en créant d'autres courants ou d'autres franges au sein même d'une même formation politique. En tout cas, on se pose des questions sur l'avenir de notre pays, parce qu'il nous reste quelques années avant 2028 où on aurait souhaité voir les élections. On aurait souhaité voir les élections pour être sûr de la continuité de l'exercice politique, des respects de la loi, parce que c'est la loi qui consacre 5 ans de mandat, et après chaque 5 ans, il faut avoir les élections. Et c'est ça les soucis majeurs de la population, voir cet exercice démocratique être une norme, qu'il n'y ait plus de violation, hein, parce que il y a quelques mois, c'était la révision ou les changements de la Constitution qui étaient d'actualité. Est-ce que c'est cette question qui a fait partir les présidents en Caméré parce qu'ils n'étaient pas favorables à cette initiative? On peut être aussi joué. Oui, mais il avait dit dans un de ses discours que le président de la République va instituer une institution, une structure qui doit analyser l'opportunité de la révision et proposer les mécanismes de cette révision. Parce qu'on peut réviser la Constitution pour des questions qui sont connues. Tandis que quand il faut changer les articles verrouillés, à ces moments, il faut passer par les référendums. C'est ça que dit la Constitution. Nous avons les articles qui consacrent cela. Et donc, pour nous, la révision constitutionnelle ne doit pas être quelque chose de très sensible. On ne doit pas en parler. Non, il faut en parler. Seulement, il faut interroger quels articles on veut changer dans la Constitution. Les articles verrouillés, on n'en touche pas. Surtout qu'on est en état de siège, l'article 220. Le débat a été toujours une constitution rédigée à l'étranger. Il faudrait que les Congolais eux-mêmes se réunissent pour écrire leur propre histoire. Oui, mais je pense qu'actuellement, les Congolais sont butés à d'autres défis majeurs. Hein. C'est d'abord cette souveraineté qui est menacée. Il faut d'abord trouver une solution à ça et plus tard interroger, parce que les référendums ou la révision constitutionnelle, ça devrait être favorablement accepté. Donc, il faudrait pas qu'il y ait des gens qui craignent ça en disant peut-être qu'avec les référendums, on risque d'échanger des dispositions qui sont en faveur de tel plutôt qu'en défaveur de tel, parce que la Constitution est impersonnelle. Ce n'est pas calqué sur une personne. C'est sur l'ensemble des desiderata de la population, des aspirations de la population. Donc, elle n'est pas calquée sur un individu. C'est ça. Donc, pour moi, je propose toujours l'opportunité, hein, des initiatives, des démarches. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de suivre les résultats de dialogues qui sont en cours avec Doha et Washington, et même l'Union africaine avec les présidents togolais et même les anciens chefs d'État de l'Afrique, l'ancien chef d'État de l'Éthiopie et celle de la République centrafricaine. Et même d'autres, je dirais, au niveau interne, nous avons les pactes sociaux portés par l'ECC Senco. Donc, ce sont ce genre de questions qui devraient être traitées au quotidien. Et quand on a trouvé la solution à la crise sécuritaire, on peut maintenant envisager d'autres questions démocratiques parce que elles sont aussi importantes, mais
elles ne sont pas opportunes, la révision constitutionnelle. Le départ de Vital Kamerhe ne va rien changer sur le quotidien de la population? Bon, en tout cas, la population de manière générale, elle n'est pas calquée sur les formations politiques. En tout cas, la population congolaise, elle est... Est-ce que c'est lui qui bloque les initiatives peut-être en faveur de la population? Maintenant qu'il est parti, est-ce qu'on peut espérer que sur le terrain, la donne change? Bon, voyons voir, donnons les temps au temps pour voir si les nouveaux speakers de l'Assemblée nationale pourra faciliter cet exercice de contrôle parlementaire et c'est le souhait de la population. En tout cas, si la population trouve une personnalité historique, assez perchoir, ça sera la joie. En tout cas, ça sera une révolution, ça sera une très bonne chose. Parce que vraiment, nous, on est pour la démocratie. Or, l'Assemblée nationale, l'hémicycle, le Parlement dans son ensemble, on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est la représentation parfaite de la démocratie. Parce que ceux qui sont là viennent de la population, ils ont reçu mandat de la population. Alors, s'ils ont la possibilité de bien travailler, de bien contrôler l'exécutif, de représenter valablement la population et d'initier des lois, parce que ça aussi c'est un de leurs un mandat, s'ils les font bien, en tout cas, les choses vont s'améliorer au niveau local. Et c'est ça les souhaits. On a reproché beaucoup de griefs à l'ancien président de la Chambre basse du Parlement. Est-ce que maintenant, après qu'il soit parti, il faudrait passer à une autre étape, par exemple, des poursuites judiciaires, si tout ce qu'on lui reproche s'avérait vrai? Oui, je pense que les pétitionnaires ont tout un cahier des charges et s'ils ont de preuves de la gestion opaque, des preuves de leurs allégations, ils peuvent les déposer éventuellement à la Cour des comptes parce que c'est une institution habilitée à contrôler les institutions et sur base des rapports de la Cour des comptes, il peut y avoir d'autres initiatives qui peuvent suivre. Mais je pense pas qu'on va arriver à ce point parce qu'ils n'en ont pas parlé explicitement. Ils ont juste parlé des gestions opaques et des entraves au contrôle parlementaire. Ils ont parlé de malversation financière. Oui, mais ils n'ont pas cité sur quel dossier, par exemple, s'ils peuvent citer telle dotation qui nous était allouée n'est pas arrivée à destination pour telle date, telle période, alors qu'au niveau du budget, on a décaissé ces ressources-là. En tout cas, ces genres de preuves sont l'apanage de la Cour de compte pour pouvoir envisager des poursuites judiciaires. Pour vous, pour conclure avec cette première partie, le départ de Vital Kamerhe et même la princesse Dominique Monongo est précipité? Oui, précipité et politisé. C'est ça. Politisé, ça veut dire? Oui, parce qu'on a dit ici, tout au long de mon intervention, je disais que on a vu une rapidité des réceptions des signatures qui était quand même pas ordinaire. C'est un élément gênant, Vital Kamerhe, pour sa propre famille politique? Non, je ne pense pas que les élus de l'INC alliés ont signé cette pétition. Je parle de l'Union sacrée. Oui, pour l'Union sacrée, les intérêts divergent. En tout cas, quand on est formation politique, les avis, ils se comportent un peu en électron libre. On est Union sacrée, oui, mais quand il y a une initiative parlementaire, on peut voter pour ou voter contre. Seulement l'image qu'on renvoie à l'opposition, c'est ça, en fait, qui gêne un peu, Quand vous êtes dans une formation politique, bien sûr, les jeux démocratiques est autorisé, mais à un certain moment, quand ce sont vos propres enjeux, il faut un peu essayer de parler d'abord en famille, donc qui est une union sacrée et qui a des responsables. Et même le président Kamerhe fait partie aussi des responsables de l'Union sacrée parce qu'il a ramené plus de 30 élus. Alors, pour nous, c'est vraiment
politique et ce n'était pas pour l'intérêt de la population, c'était pour leur propre intérêt. Et nous attendons 2028 pour demander des comptes à ces députés parce que celui qui va remplacer le président Kamere, on aimerait voir sa gestion, on aimerait aussi voir son implication dans les contrôles parlementaires, si combien de membres du gouvernement vont être interpellés et arriver au niveau des motions, au niveau des motions de ces membres du gouvernement, parce que c'est ça les jeux démocratiques. On s'attendait plus aux pétitions, mais pour le gouvernement, on parle des motions du côté du gouvernement, parce que c'est eux qui sont à l'exécutif. Et c'est là où il y a l'intérêt de la population. Voilà, on va aborder maintenant le second point avant de chuter, celui justement de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où nous avons vu le président de la République du haut de la tribune plaider pour la reconnaissance du génocide congolais. Était-il temps de le faire après 30 ans de conflit dans l'est du pays? En tout cas, il y a lieu de saluer tous les efforts du président de la République pour demander justice et réparation pour les affres des guerres, les atrocités vécues par la population congolaise depuis 3 décennies. C'est trop. C'est trop et il faudrait que la communauté internationale soit au courant parce que au niveau international, on parle plus des crises de l'Ukraine, de Israël, plutôt que de la RDC ou d'autres États africains. C'est très rare de voir les médias internationaux en parler, alors que nous faisons partie de la communauté internationale. Nous avons signé la Charte des Nations Unies qui nous engage en tant qu'État à demander la solidarité nationale quand elle est souhaitée. Et c'est les moments. Nous avons vécu cette crise d'agression, une guerre d'agression, une guerre imposée à cause des ressources naturelles. Il y a beaucoup de multinationales qui ont les yeux vers nos ressources et ils utilisent les États voisins qui nous agressent pour pouvoir se servir sans donner des contreparties à la nation que nous sommes. Alors, c'était temps de rappeler à la communauté internationale que vous avez un interlocuteur direct. Si vous avez besoin des ressources naturelles, vous passez par nos institutions qui sont légalement établies et ils vont vous faciliter. Parce qu'on a besoin aussi des investisseurs en tant que pays. Nous avons besoin des partenaires économiques qui soient publics ou qui soient privés et qui soient internationaux ou nationaux. Et donc, on ne peut pas, sur l'autel des intérêts économiques, sacrifier des vies humaines, des innocents en plus. Et donc, c'était l'occasion d'appeler la communauté internationale à rendre justice à la RDC et les Nations Unies, l'Assemblée générale, c'est les lieux par excellence de plaidoyer pour des questions qui comptent pour la population. Et il a bien fait. Et j'espère vraiment que les autres États vont venir à la rescousse de la RDC qui a longtemps souffert sans l'implication concrète de la communauté internationale. Vous pensez le président va obtenir de ces pays membres la reconnaissance justement de ce génocide dans un temps réduit? Oui, je pense que c'est possible. Il faudrait maintenant qu'il y ait un autre travail de suivi, de lobbying, surtout les lobbying au niveau international, parce qu'il a lancé cet appel à la reconnaissance du génocide, parce que c'est vraiment un génocide, plus de 10 millions de morts selon des rapports internationaux, et on ne compte pas les nombres d'orphelins, on ne compte pas les nombres de femmes survivantes des violences sexuelles, on ne compte pas les nombres d'écoles détruites, des hôpitaux, des routes. C'est vraiment les développements qui s'est arrêté pour la RDC. C'est devenu une zone rouge où beaucoup d'investisseurs ne viennent pas à cause des crises sécuritaires. Alors, nous encourageons les membres du gouvernement et pourquoi pas la diaspora congolaise, parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment qu'elle est mobilisée pour que nous puissions obtenir l'accompagnement d'autres États qui sont, je peux les appeler, qui ont la sensibilité de la vie humaine. Parce que je l'ai dit ici, nous avons signé la Charte des Nations Unies qui consacre la sacralité de la vie. Et donc, la vie d'un Congolais, la vie d'une Congolaise devait être autant respectée que la vie d'un autre sujet international. Est-ce que vous pensez que cette démarche ou ce plaidoyer du président de la République ne risque pas
d'être noyé dans l'eau après la réplique du Rwanda qui parle d'une campagne stupide. Et puis, il y a aussi Human Rights Watch qui parle d'une responsabilité partagée. Bon, je pense que nous avons subi et donc on a besoin de la réparation. Et c'est ça qu'on doit continuer. Et j'apprécie les efforts qui sont menés au niveau des autorités du pays pour pouvoir demander justice. Ça doit s'arrêter. Et ceux qui utilisent la violence pour faire valoir leurs préoccupations, leurs revendications, ce sont eux qui sont faibles parce que ils ont la possibilité de venir dialoguer avec les pouvoirs publics en RDC pour obtenir ce qu'ils recherchent plutôt que de sacrifier les innocents. Parce que demain, aujourd'hui, ils peuvent être considérés comme des États puissants, mais plus tard, quand la justice, par exemple, l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC, c'est dire qu'on va aller vers toutes les familles qui ont perdu les leurs, toutes les victimes vont pouvoir trouver réparation et à ce moment, leur puissance va être diluée parce que on verra que c'était à cause des ressources naturelles qu'ils ont sacrifié les vies humaines et ce qui est intolérable, inacceptable au siècle présent. Donc, il n'y a pas à craindre les différentes réactions justement du pays agresseur. Bon, connaissant la position que le Rwanda occupe au sein des Nations Unies, est-ce que ce plaidoyer ne risque pas de tomber dans l'eau? Je pense que les questions de géopolitique, ils renseignent avec beaucoup d'ouvrages, beaucoup de rapports que le Rwanda est utilisé comme gendarme africain. Et cet épisode peut passer. Donc, il va pas les rester indéfiniment. À un certain moment, il devra répondre de tous ces abus, ces violations graves commises en RDC. Donc, il y aura un temps où la justice va dire son mot et la RDC va être rétablie dans ses droits. Seulement, il faudrait pas que ce soit l'affaire du chef de l'État. Il faudrait que ce soit l'affaire de toute la population. Et donc, nous demandons aux acteurs de la société civile de continuer à documenter toutes ces violations graves des droits humains. Parce que quand la justice ou quand le tribunal pénal viendra, il va demander des documents. Quelles sont les personnes qui sont affectées directement. Il y a déjà la CPI qui s'est lancée aussi dans cette démarche aussi. Oui, donc on peut coaliser les efforts de la CPI et pourquoi pas de notre tribunal spécial pour la RDC. Et ça sera pas la première parce que dans d'autres pays africains, il y a eu des tribunaux qui se sont mis en place et qui ont rendu justice aux victimes. Et aujourd'hui, la paix est rétablie parce qu'on ne peut pas parler de paix sans justice. Donc la paix va de pair avec la justice et cette justice, on en a besoin. Aujourd'hui, on parle de justice transitionnelle. Voilà. Alors, est-ce que après justement la reconnaissance de ce génocide congolais, si jamais cela était possible, la guerre à l'Est, ça sera la fin? Va-t-on espérer une paix définitive? Oui, je pense que comme la crise, elle n'est pas interne à la RDC, il y a des acteurs externes à la crise, donc on a besoin aussi des solutions externes. D'où cet appel à la reconnaissance du génocide congolais, parce que les autres États vont se sentir interpellés, mobilisés pour intervenir, parce que il y a mort d'homme. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour arrêter cette hémorragie d'innocents, dans les sangs des innocents qui ne cessent d'écouler. La deuxième des choses, c'est qu'il y a aussi ces initiatives politiques avec les tractations qui sont en cours au niveau de Washington et de Doha, qui, pour ma part, surtout avec la résolution 2273 de l'ONU, va vraiment permettre à la RDC de retrouver un peu ses lettres de noblesse en matière de souveraineté, parce que le Rwanda devra se retirer. C'est ça que dit la résolution 2273. Il doit se retirer de la RDC, parce que dans cette résolution, on reconnaît les M23 comme étant vraiment les bras armés du Rwanda. Alors, si on applique ça à Doha et à Washington, je suis sûre qu'il y aura un début de paix qui va pouvoir arriver en RDC. Alors, il y a un autre travail au niveau interne. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les solutions externes. C'est ainsi que j'encourage nos autorités au niveau
au niveau central qui puisse appuyer le pacte social, qui est une initiative portée par les pères les pères évêques pour qu'on parle de la question paix en RDC. Quelles sont nos solutions, nous, en tant que Congolais? Et cette initiative souffre de mise en œuvre parce qu'on n'a pas encore senti la volonté politique derrière. Or, ça devrait se passer au même moment qu'on parle à Washington, au même moment on parle à Doha, au même moment on parle à Kinshasa avec les Congolais qui ont besoin de voir l'évolution de la situation sécuritaire parce que ça n'est trop de sang à couler pour la RDC. Il est temps quand même que la paix puisse être une réalité. Il y a des enfants qui sont nés en 94, aujourd'hui ils ont plus de 30 ans, ils n'ont pas encore vu la paix. Alors, vous imaginez, pour cet enfant, quel est son avenir? Parce que lui, il ne vit que les déplacements, il ne vit que les atrocités, les affres, et quelque part, son mental est affecté. Il ne sait pas donner le meilleur de lui-même. Or, à 30 ans, c'est l'âge où on est actif, c'est l'âge où on doit produire pour son pays. Mais si on n'a pas les forces, les capacités, parce qu'on n'a pas étudié par manque d'école, on n'a pas les enseignants parce qu'ils ont fui la guerre, on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas des routes, alors quelque part, on ne donne pas l'avenir à ces jeunes. Donc, il est temps vraiment que toutes ces initiatives soient mises en musique au même moment, qu'il n'y ait pas une qui soit en avance par rapport à l'autre pour que la paix soit une réalité. Et la dernière des choses que je pourrais suggérer, c'est que à part les initiatives de paix, il faudrait aussi travailler sur le problème socio-interne, qui sont en majorité l'emploi des jeunes, les infrastructures et puis l'éducation et la santé. Donc ces genres de questions sont aussi cruciaux et les autorités doivent allouer des budgets conséquents. Et c'est même ça qui devrait préoccuper les députés, parce qu'on est dans la session budgétaire. Il fallait interroger ces genres de secteurs. Quel est le budget qu'on a alloué? Est-ce qu'il y a eu une augmentation pour que désormais, par exemple... En parlant justement de ce budget qui a même été déposé, vous pensez que cette tension à l'Assemblée nationale risque de retarder le travail parlementaire? Oui, surtout retarder par rapport aux urgences que connaît le pays. Oui, je pense que ça va handicaper quelque part les timings alloués à cette session budgétaire, et donc j'en appelle à la conscience des députés pour qu'ils puissent rattraper les temps perdus dans ces querelles, je dirais, politiques, et se rappeler que la population attend des résultats. La population compte sur eux et les a délégués là-bas pour trouver des solutions, mais pas pour rester comme s'ils n'avaient pas d'élus, comme s'ils n'avaient délégué personne. Donc aujourd'hui, chacun, il vit sans porte-parole, sans avocat, sans que personne ne vienne à son secours. C'est ça, en fait, qu'on ressent aujourd'hui, cet écart entre les acteurs politiques et la population au niveau local. Je peux dire que c'est une défaite silencieuse pour le peuple. Mais je pense que le peuple a toujours des astuces pour pouvoir rappeler les responsabilités des uns et des autres. Donc, si elle n'a pas été associée, mais elle peut toujours suggérer, proposer au travers de plusieurs canaux de communication, rappeler à la conscience des députés, rappeler à la conscience des acteurs politiques leur contrat social, leur lien avec la population, parce que c'est un mandat du peuple. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de ce magazine qui a reçu pour vous Madame Chantal Faïda, écrivaine et analyste politique, spécialiste en gouvernance. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Isabelle. C'était avec elle, on a parlé de la crise qui secoue l'Assemblée nationale, mais aussi la participation du président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale, où il a fait un appel solennel de reconnaissance de génocide congolais. Merci donc, Madame Chantal Faïda, pour avoir répondu à notre invitation et avoir donné votre point de vue par rapport à ces questions
éléments d'actualité. On dit également merci à vous, chers auditeurs et internautes qui nous avez suivis via notre chaîne YouTube. Grâce à Patrick Mongongo, Jacques Nzinga était à la prise de son, Miguel Mena à la coordination, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Débat au féminin. Vivez en paix. À très bientôt. Au revoir. Que gagne le peuple après le départ de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale? L'examen du projet de loi des finances déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale ne risque-t-il pas de connaître un retard au regard des urgences que connaît le pays? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Faïda, écrivaine et analyste politique indépendante, spécialiste en gouvernance et droits humains. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.